Bonjour à tous et tous, bienvenue. Vous êtes 25, 26, merci d'être là au rendez-vous et ponctuel. Vous êtes très nombreux, donc on va pas vous proposer de vous exprimer par le micro aujourd'hui, mais comme je m'appelle Clément et je suis là pour vous animer ce webinaire, comme on va vous proposer de poser vos questions dans le chat tout au long de l'interview, j'aimerais m'assurer que tout le monde sait trouver le chat. Et aujourd'hui, on va proposer à 3 personnes de nous témoigner ce qu'elles ont changé dans leur chaîne logistique et du coup dans leur entreprise pour des questions d'amélioration écologique et sociale. Et du coup, je suis curieux. Vous, dans le chat, dites-nous si vous avez changé quelque chose dans votre entreprise ou dans votre vie ces dernières années pour améliorer votre impact écologique ou social. Voilà, c'est une manière de s'assurer que tout le monde sait bien trouver le chat pour qu'on puisse ensuite collecter vos questions. Et puis s'assurer que vous entendez le son aussi. Bref, je laisse répondre. Et je lance les hostilités avec le fait d'aller en Corse à la voile. Alors, il y a Bérénice qui triche un peu puisqu'elle dit qu'elle a décidé de travailler chez Wincop. Les autres confirment qu'ils entendent bien. On vous laisse, si la question vous inspire, nous partager votre témoignage. Et je vais vous partager des slides. Est-ce que vous voyez bien tous et tous mon écran? Est-ce que vous voyez bien les slides affichés? On est parti pour une série de 4 webinaires aujourd'hui et sur les 3 prochains mercredis pour explorer les différentes thématiques que Wincop nous permet d'explorer ensemble. Et aujourd'hui, on commence avec Mathieu, Rachel et Nance. Merci à tous les 3 d'être là. Je vais vous donner la parole dans un instant. Pour rappel, cette série de webinaires se fait dans le cadre d'une levée de fonds qui a passé un très beau cap de plus de 400 000 € levés aujourd'hui. On vous en reparle à la fin. Mais en gros, vous pouvez investir pour permettre que le bateau dont on va parler aujourd'hui voit le jour et que la compagnie maritime puisse prendre son envol, si on peut parler comme ça, pour quelque chose qui ne vole pas, mais qui vole sur les eaux. Je vais tout de suite passer la parole à Mathieu. Mathieu, tu viens ici avec une double casquette, Arcadie et Wincop. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce que tu peux en profiter un peu pour nous en dire un peu plus sur Wincop? Oui, tout à fait. Arcadie, à l'origine, enfin au départ, moi je suis donc dirigeant d'Arcadie, qui fait sous les marques Cook et Herbier des produits bio qu'on trouve en Biocoop, dans les magasins bio spécialisés. Et donc principalement des épices et des plantes aromatiques et médicinales. Et nos épices viennent de Madagascar. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, moi aussi, j'avais vu des projets de transport à la voile, de tôtes, de grains de sel et tout ça. Et je m'étais dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir un bateau, mais j'ai vite compris que personne n'irait à Madagascar avant longtemps, parce que c'est plus compliqué d'aller à Madagascar que de traverser l'Atlantique. Déjà, il y a l'Afrique au milieu, donc on ne peut pas aller tout droit. Et d'autre part, il faut traverser l'équateur, et il y a très peu de vent dans l'équateur. Donc voilà. Et en plus, à l'époque, il y avait les pirates, donc ça faisait beaucoup de raisons qui faisaient que personne ne s'était encore penché sur cette route-là. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, si moi j'achetais un petit bateau d'occasion, j'avais vu qu'on pouvait racheter un vieux voilier pour 200 ou 300 000 euros, et je me suis dit, bon, allez, lançons-nous, jetons-nous à l'eau. Et j'ai eu la chance d'être mis en contact avec Niels Joyeux de Zéphyr et Boré, qui m'a tout de suite dit, le bateau d'occasion, c'est pas forcément une bonne idée, mais rejoins-nous, on a justement, avec Julien Noé, le fondateur des AirCop, l'idée de créer une coopérative de transport à la voile et de construire un bateau un petit peu plus gros. À l'époque, on avait parlé, je crois, d'un bateau autour de 12 millions d'euros. Et voilà, il n'a pas fallu me pousser beaucoup pour que j'accepte cette proposition un petit peu folle. Et on a commencé à travailler ensemble sur voilà, la définition du bateau. Et à ce moment-là, moi, j'ai découvert quelque chose dont j'avais pas conscience, parce que c'est pas moi qui m'occupe des achats à Arcadie.
c'est que actuellement, il n'y a pas de ligne directe maritime entre le Madagascar et la France. Tous les containers, en fait, ils sont transbordés, c'est-à-dire ils changent de bateau dans plusieurs ports, ce qui rallonge beaucoup la durée. Et en fait, on a vu qu'en allant avec un bateau qui va environ deux fois et demi moins vite que les porte-containers classiques, on serait plus rapide. Et ça, au-delà de l'aspect écologique, ça a vraiment mis, je pense, un coup de fouet et une motivation supplémentaire au projet pour Arcadie, mais aussi pour les futurs. On en parlera sans doute. Mais ça a permis en fait de dépasser ces difficultés que j'évoquais au début, qui sont que pas beaucoup de vent malgré tout, une route un petit peu compliquée, des choses comme ça, mais qu'on compense en allant en ligne directe. Donc voilà pour deux des motivations. La troisième qui est forte pour Arcadie, c'est que on fait du commerce équitable de Madagascar depuis toujours. Et quelque part, ce commerce équitable, il s'applique aux producteurs, il s'applique un petit peu en aval, éventuellement dans les circuits de distribution, mais les pauvres marins qui travaillent sur les porte-containers immatriculés dans des pavillons de complaisance, c'était pas le cas. Et ça a été une motivation aussi pour avancer un petit peu plus sur le sujet, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Merci Mathieu. Je passe la parole à Rachel puis à Nantes. Chacun de vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les entreprises que vous représentez aujourd'hui? Est-ce que vous produisez et dans quel sens vous transportez des choses sur le futur bateau Wincop? Bonsoir à toutes et tous. Merci pour ce temps d'échange autour de Wincop et de ce magnifique projet. Donc nous, c'est tout d'abord un contexte qui nous a amené à nous intéresser donc à Wincop. Fin 2022, les marques Molinel et Robur se sont réunies au sein d'un groupe qui s'appelle Manufactors Invest. Donc nous, on fabrique du vêtement professionnel et des EPI. Donc Molinel est davantage spécialisé dans le workwear. Donc c'est voilà les vêtements haute visibilité, multirisque, le visuel que vous voyez. Et Robur, c'est la partie hôtellerie, restauration et services. Et lors du rapprochement de nos entités, donc Molinel Robur, Molinel fabriquait déjà sur Madagascar parmi d'autres sites, mais c'est surtout que Robur en fait détient un site de production en propre sur Madagascar. Et en faisant le tour et la mise à jour de nos rapports RSE, donc tant celui Molinel que celui Robur, côté Robur, avec la référente RSE donc de Robur, je me suis rendu compte qu'il y avait ce fameux partenariat. On était déjà sociétaire depuis quelques petites années de Wincop. Donc, j'ai eu l'information et le jour où on a cherché à vous recontacter, c'était un joli hasard. C'était le jour même où vous aviez annoncé dans la presse le lancement de la construction du premier bateau. Donc, on a repris contact, tout simplement. Et puis, alors, un autre motif, c'est un peu plus On va les personnel. émotifs juste après, mais justement, je veux garder cette anecdote pour la suite. Ah, Je d'accord. la connais et je la trouve chouette. Donc, bien évidemment, donc cette volonté de voir comment améliorer notre logistique sur cette voie maritime, hein, comme ça a été dit, effectivement, ça passe donc de port en port, de bateau en bateau. Donc, comment gagner du temps? Voilà comment aussi inscrire en fait le transport qui fait pleinement partie donc de notre démarche RSE, puisque suite à la mise en place de différents bilans carbone, bien que ce soit donc le produit fini, donc le scope 3 chez nous sur lequel il faut qu'on ait énormément d'impact, la partie transport aussi joue un rôle conséquent. Donc en se penchant sur notre plan de décarbonation, donc qui couvre toute la partie énergie, transport, logistique. Effectivement, ça nous a semblé naturel de travailler au déploiement de nouveaux modes de transport, dont la voile. Top, merci beaucoup. Nance, j'ai l'impression que vous bouclez la boucle puisqu'on se retrouve encore possiblement en cuisine avec des cuisiniers qui cuisinent avec les habits produits de l'entreprise de Rachel et pour des desserts qui agrémentent avec la vanille de Mathieu. Vous, Nance, vous produisez quoi? Alors nous, Valrhona, donc moi je suis Nance Mouret, je travaille au sourcing cacao chez Valrhona. Donc Valrhona, c'est une marque
qui a plusieurs dizaines d'années. Et on est présent à Madagascar depuis, à travers des achats et à travers un chocolat, puisqu'on achète du cacao, on est un chocolatier, couverturier. On est présent à Madagascar depuis 35 ans, avec un partenariat avec un partenaire cacao et environ 1300 producteurs. Donc l'ADN en fait de la marque, c'est tisser des partenariats à long terme avec des coopératives de producteurs qui sont plus ou moins formalisés selon les pays et selon les filières, effectivement, acheter ce cacao sous un certain cahier des charges qualité, des valeurs, des ambitions qui collent avec nos partenaires, en faire un chocolat de couverture qui finit pour des artisans. Nous, la majorité de notre business model, on va dire, c'est des artisans, c'est du B2B. C'est-à-dire qu'on ne vend pas directement à des consommateurs. C'est pour ça qu'on ne trouve pas facilement des tablettes Valrhona. Voilà, et du coup, pour rebondir un peu sur pourquoi on est dans ce projet avec WinCop, en fait, depuis 2013, donc on s'est lancé dans des bilans carbone chaque année. Progressivement, on s'est évidemment aperçu de la part qu'occupent nos achats et principalement le cacao dans l'explication de nos émissions CO2 équivalentes. Et on a conduit des études avec une ONG lyonnaise, Nitidae, qui a permis, en fait, l'objectif, c'était d'avoir des facteurs d'émission de chacune de nos filières, depuis la parcelle de cacao de nos producteurs jusqu'à la chocolaterie atteinte, pour arriver à découper très précisément quels sont nos postes d'émission, où c'est que ça pêche, où c'est qu'il faut avoir des leviers de réduction. Et en parallèle, on suivait effectivement toutes les initiatives de réduction un peu innovantes, dont le fret à la voile, évidemment. Et naturellement, on est arrivé à un moment donné, on a finalisé le bilan carbone, on va dire, de la filière et le facteur d'émission de la filière cacao Madagascar chez Valrhona. Et on s'est aperçu que 52%, c'était du transport maritime. C'était le transport maritime qui expliquait la construction et le poids de ces émissions-là. Donc, WinCop est arrivé à un moment donné parfaitement aligné avec nos ambitions et l'identité vraiment de ce qu'on voulait donner à l'amont agricole et en tout cas sur ce volet décarbonation. Et effectivement, je vais pas rajouter tout le volet plus rapide qui sont des solutions pour nous qui sont secondaires, bien évidemment, par rapport à l'objectif majeur qui est de la décarbonation. Mais ça apporte un avantage énorme. Alors justement, vous l'avez évoqué, et du coup, j'ai redonné la parole à Rachel, parce que on voit bien d'un point de vue théorique l'idée qu'on fait le diagnostic, on se dit qu'il faut baisser sur ce poste-là. J'ai l'impression quand même que ça demande un pas un peu de sauter dans le vide, d'avoir l'audace de se dire on va retourner à la voile, ce qui est quand même quelque chose qui est historiquement l'histoire de la marine, mais qui est pas vraiment qui est pas vraiment, on va dire, dans l'image qu'on s'est fait de la modernité au XXe siècle. C'est aussi ce que fait WinCop en réinventant la modernité. Mais du coup, comment ça arrive et comment vous avez entendu parler de WinCop la première fois? Mathieu nous a raconté son anecdote. Vous, Rachel, comment c'est arrivé? L'anecdote, elle relève de discussions personnelles et familiales. J'ai mon frère qui est commandant dans la marine marchande. Et tout simplement, on échange régulièrement sur les bateaux, combien de temps on met pour traverser l'Atlantique, quelles sont les difficultés rencontrées quand on passe à Gibraltar, le canal de Suez, etc. J'aime beaucoup ces échanges. Et puis, puis auparavant, il a travaillé sur des voiliers, dont le Belém, le Ponant. Et au fil de ces discussions, je lui ai dit, tu sais, en fait, on est sociétaire. J'ai retrouvé ça chez Robur de WinCop. Et là, il m'a dit, mais oui, mais je connais, c'est magnifique ce projet. Donc, ça a été une motivation supplémentaire pour se dire que, effectivement, ce n'est pas du tout rétrograde. Et au-delà d'être dans l'air du temps, c'est même futuriste, finalement, de retourner à ce type d'option voile, comme vous dites, pour envisager plus loin aussi et pour qu'on parvienne à tisser vert. Voilà, nous, c'est notre objectif, à réussir à produire et à transporter d'une manière plus verte. Donc, il y avait un motif professionnel, bien sûr, et puis une motivation plus personnelle et plus
intimiste. Voilà. Merci. Et c'est intéressant parce que du coup, dans vos différents témoignages, on voit à quel point le fait d'avoir investi est quelque chose qui a mis le pied à l'étrier aussi, du fait de devenir client de manière plus pérenne du service que propose WinCop. Nance, je me tourne vers vous parce que vous avez du coup des sites de production dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Du coup, c'est pas toujours la même solution pour décarboner. Est-ce que cette question de la voile, elle émerge pour vous de manière identique sur tous vos sites de production? Est-ce qu'elle est spécifique à Madagascar? Comment c'est arrivé? Est-ce que Madagascar, c'est un test pour vous, avec l'espoir de démultiplier? Bref. Ouais. Alors nous, on est vraiment présent, enfin la production vraiment de la transformation du cacao en chocolat, elle est uniquement faite à Tain-l'Hermitage en France. Et du coup, on a des filières et des partenaires de producteurs de cacao qui nous envoient, on va dire, hein, par le fret maritime classique actuellement, du cacao. Et donc, on a regardé et depuis 2021, on regarde un peu toutes les initiatives qu'il peut y avoir sur l'Amérique latine, quelques initiatives qui a pu, en tout cas, initiative embryonnaire de construction de potentiel de projets sur l'Afrique de l'Ouest aussi, même si c'est un peu plus compliqué potentiellement. Et en fait, WinCop, je trouve, a rapidement, s'est rapidement démarqué et a mis rapidement en place tout un tas d'étapes pour rassurer des chargeurs, par exemple comme nous, où il fallait travailler un flux avec une certaine spécificité, conservation, qualité aussi, forcément. Donc en fait, Madagascar, pour nous, c'est un sourcing qui est majeur. C'est un peu de nos origines phares, en tout cas, dans nos chocolats. Et ça va de soi, en fait, de tester ça à Madagascar. Ça tombe bien que WinCop soit à Madagascar. Et puis, on a la chance aussi, en fait, d'avoir une société sœur, hein, qui s'appelle Noroi et qui travaille de la vanille. Et la majorité de son sourcing provient aussi de Madagascar. Donc, il y a une belle synergie entre nous à avoir. Donc, Madagascar, ça va vraiment être effectivement le pilote. Et derrière, dans nos 19 autres pays, sur la partie cacao et sur la vanille aussi, on a plusieurs sourcings qui pourraient être effectivement mutualisés pour déployer une deuxième voie maritime avec WinCop. En tout cas, on a à cœur d'y participer. On a déjà beaucoup d'échanges avec WinCop là-dessus pour voilà, construire des voies maritimes qui font sens, où on pourra décarboner au maximum nos émissions. Super. Et alors justement, pour revenir à la manière dont le sujet émerge, avant de passer aux défis que ça pose, souvent en tant que consommateur, Mathieu le rappelait, on s'intéresse à la production, on s'intéresse à où est-ce qu'on achète, on essaye du coup d'acheter bio, commerce équitable, en privilégiant les petits commerces. J'ai l'impression que la question de la voile, elle arrive aussi dans un deuxième temps, dans vos différentes réflexions. Qu'est-ce que vos entreprises avaient mis en place avant déjà, que ce soit sur la question écologique ou sur la question sociale? Et c'est quoi du coup la prochaine étape dans cette réflexion sur la mise en cohérence de la chaîne de valeur ou la chaîne logistique, maintenant que cette étape de la logistique maritime passe un cap d'amélioration de manière un peu rapide, mais est-ce que l'un de vous a un témoignage à apporter là-dessus? Je peux continuer, ou Rachel, comme Oui, alors, par rapport à notre chaîne de valeur dans sa globalité, comme vous l'indiquiez, donc nous, évidemment, différentes actions sont conduites, notamment sur nos produits. Alors, c'est vrai que le chocolat, c'est glamour, mais le vêtement professionnel, c'est pas mal aussi. On arrive à introduire donc des matières recyclées. Donc, on travaille sur des matières premières comme le polyester recyclé, comme le coton biologique aussi, en cherchant à obtenir des certifications, donc RSE, c'est-à-dire GOTS, GRS. Ce qu'on souhaite aussi améliorer dans notre chaîne de valeur et dans le cycle de vie de nos produits, c'est toute la partie recyclage et revalorisation. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la mise en place de 2 dispositifs qui sont dédiés, c'est-à-dire qu'on récupère les vêtements usagés de nos clients, de nos grands donneurs d'ordre, et en partenariat
en fait avec un recycleur, nous transformons les vêtements en isolant acoustique et thermique. Donc pour tous les vêtements qui sont composés de coton polyester ou de polyester coton. Et la partie des vêtements professionnels qui ne peut pas être recyclée en raison des tissus techniques qui sont utilisés, ils sont revalorisés. Donc voilà comment on travaille sur notre chaîne de valeur, de l'éco-conception jusqu'à la fin de vie de l'article. Parfait, merci. Non, c'est puis après Mathieu. Alors du coup, nous, pour faire un peu le pont avec ce que je disais avant, on a depuis 2013 fait des bilans carbone. Et dans ces bilans carbone, initialement, on n'avait pas le scope 3. Le scope 3 est arrivé un peu plus tard dans les méthodologies carbone. Et dans le scope 1 et 2, en fait, on s'est aperçu déjà qu'on avait beaucoup de choses à faire sur nos sites, sur nos chocolateries, enfin notre chocolaterie, puisqu'on a deux sites atteints. Et donc, du coup, on a commencé à amorcer un plan de réduction qui a abouti à, aujourd'hui, on a réduit de 60% ces émissions-là. Et on commence à approcher quasiment la totalité des émissions qui sont compressibles. On va rester avec des émissions qui sont malheureusement incompressibles. Donc ça, c'est sur vraiment le scope 1 et 2. Et le scope 3, quand les premières données sont arrivées, 2017-2018, et puis progressivement on l'a affiné, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment découper ces bilans carbone par matière première prioritaire. Et la matière première prioritaire, c'était évidemment le cacao. Et dans le cacao, avoir un découpage précis par poste d'émission. Donc, dans les postes d'émission, on va avoir les émissions qui sont sur la parcelle, le transport du cacao, on va avoir le fret maritime, on va avoir l'énergie, on va avoir l'emballage, les sacs, etc. Et donc là, on a un plan de réduction de ces postes prioritaires d'émission par filière cacao. Donc, par rapport à ces 20 filières. Et sur la partie Noro-Ivani, pareil, en fonction des filières, il y a un plan de réduction. Donc, en fait, le fret à la voile et le projet WinCop vient s'insérer dans un schéma à Madagascar, comme je l'ai dit, où on a 52% de ces émissions qui sont liées au fret maritime classique. Ok. Merci beaucoup. Mathieu, je me tourne vers toi sur la deuxième thématique qu'on va aborder. C'est qu'est-ce que ça change, à part effectivement le fait qu'on passe du fuel au vent, qu'est-ce que ça change de passer sur ce genre de voilier pour ta cargaison, pour tes parties prenantes? Est-ce qu'il y a des choses que ça a chamboulé et qu'on n'aurait pas attendu ou sur lesquelles il y a une préparation à faire avant du coup cette première traversée qui aura lieu en juin-juillet 2027, que ce soit en positif, entre guillemets, ou en négatif. Je laisse nous raconter. Notre vision à WinCop, c'était justement de faire en sorte que ça change le moins possible. Et c'est pour ça qu'on est la première solution à la voile qui propose du porte-container, enfin complètement porte-container. Je sais qu'on me dit souvent que le néoliner peut porter des containers, et effectivement c'est un roulier, donc il peut aussi charger des containers, mais il n'est pas conçu pour ça. C'est parce que aujourd'hui, 99%, je pense, du transport de marchandises qui ne soit pas du vrac ou du liquide est transporté en container. C'est vraiment l'outil de la mondialisation qui existe depuis les années 40-50, je crois, et qui a vraiment permis ce déploiement. Et donc maintenant, toute la chaîne logistique est organisée autour de ce conteneur. Et du coup, la solution de simplicité pour nous, qui serait de gérer des palettes, est une solution de complexité pour les chargeurs. Et donc, on a fait le choix de garder la complexité de notre côté, parce que gérer un parc-conteneur, c'est c'est une sacrée gymnastique. Mais pour garder cette simplicité pour nos chargeurs. Et entre autres, à Madagascar, on s'est posé la question au début. On hésitait à faire un si grand bateau, et donc on se disait, est-ce qu'on fait le modèle avec un bateau plutôt 50 mètres, avec des palettes et tout? Et en fait, à Madagascar, ils ont très peu d'infrastructures portuaires. C'est quasiment impossible de débarquer avec des palettes. Il n'y a pas de lieu de stockage en attendant que le bateau arrive, etc. Alors que le container, c'est bien, on arrive, on le met sur le port, et si le bateau arrive dans 2-3 jours, et ben voilà, les marchandises sont protégées.
Donc, en fait, en discutant avec nos partenaires à Madagascar, il est vite apparu que le container était la solution obligatoire si on voulait travailler à Madagascar. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui ne change pas. Ensuite, parmi les choses qui changent, je le disais, il y a le délai. Ça va changer beaucoup, le délai et du coup la prévisibilité, la prédictibilité, parce qu'actuellement, non seulement les containers, ils mettent plus longtemps, mais surtout, on ne peut jamais prévoir quand est-ce qu'ils arrivent, c'est-à-dire on sait quand est-ce qu'ils partent, mais après, c'est entre 6 et mettons 10 semaines, on le sait que 1 ou 2 jours avant, quoi, finalement, quand ça arrive. Donc, cette prédictibilité, elle va être vraiment utile. Mais après, pour répondre peut-être plus directement à ta question, ce que ça change, et on n'était pas obligé de faire un voilier pour ça, c'est que ce ne sera pas un pavillon de complaisance. Ce sera un pavillon français, le RIF, et avec, au-delà des contraintes de ce pavillon qui sont bien sûr beaucoup plus ambitieuses qu'un pavillon panaméen ou des choses comme ça, euh, ça va être, nous, on va s'imposer un certain nombre de règles en termes surtout de conditions de travail des marins, pas seulement d'ailleurs, hein, parce que les impacts du bateau, ils sont très importants sur les marins, parce que les conditions de travail sont particulièrement difficiles dans la marine marchande, en tout cas pour les marins qui ne sont pas des pays favorisés comme les nôtres. Mais il y a aussi des questions de pollution pendant comment dire, l'usage du bateau, hein. On connaît ces Mhm. histoires de lavage de soute où ça fait du pétrole dans l'eau, de rejet d'eau de ballast qui amène comment dire, des espèces invasives d'un port à l'autre, des choses comme ça. Tout ça, bien sûr, nous, on va se mettre des contraintes pour polluer le moins possible, voire pas du tout pendant le fonctionnement. Et après, il y a aussi la question, quand le bateau arrive en fin de vie, de sa mise au rebut, et qu'il a actuellement, la plupart des bateaux sont petit à petit, au bout d'un certain âge, vendus à des compagnies de plus en plus obscures. Et c'est jamais le constructeur originel, la compagnie maritime originelle qui s'occupe de ça, et c'est vendu à des compagnies qui, elles, vous avez certainement vu des images de ces chantiers en Inde où des Indiens pieds nus sont là à jouer du chalumeau au milieu de carcasses de bateaux gigantesques avec des gens qui viennent essayer de se nourrir en allant récupérer quelques pièces de métal. Voilà, ça c'est le commerce maritime actuel. Et nous, bien sûr, alors c'est que dans 20-30 ans, hein, mais on s'engage à, euh, à suivre aussi et à limiter le plus possible ces impacts-là. Il y a peut-être un autre chose que ça change pas directement pour les chargeurs, mais c'est bon de le savoir. Une autre pollution qui est peut-être moins connue des cargos de la marine marchande, c'est la pollution sonore. Ces bateaux qui vont vite, qui ont des hélices énormes, font du bruit sous-marin qui perturbe complètement tous les mammifères marins qui utilisent leur sonar pour se déplacer. Et c'est certainement une des causes principales des grands échouages de mammifères marins, comme on les voit en ce moment. Et puis, il y a Mhm. aussi, du fait de la vitesse du bateau, des collisions avec des mammifères qui sont voilà, heurtés par le bateau qui, entre guillemets, respecte pas la priorité à droite. Et là aussi, nous, en allant beaucoup plus lentement, à 9 nœuds, il faut dire 9 nœuds, c'est la vitesse d'un vélo, il y a très très peu de chances qu'on ait des collisions à cette allure-là. Donc voilà, et j'en oublie certains, mais ça change beaucoup de choses en fait de faire le choix WinCop. C'est vrai que la première chose à laquelle on pense, c'est l'impact carbone, et bien sûr, on va diviser par 3 l'impact carbone du transport sur Madagascar, c'est significatif. Parce que si on reprend l'exemple de Valrhona où c'est 50%, en divisant par 3, tout d'un coup, ça fera plus que 15%. Et voilà, c'est quand même sacrément important. Mais il y a Merci. plein d'autres impacts sur lesquels on joue. Et alors, du coup, c'est amusant parce que la question, c'était quelle partie prenante ça impacte. Je n'avais pas imaginé qu'on mettrait les baleines dans les parties prenantes. Et pourtant, comme on coopère avec le reste du vivant, ce n'est pas du tout absurde. Du coup, je me tourne vers des chargeurs clients de WinCop. Est-ce que Nance, Rachel, vous avez l'impression d'avoir à vous préparer à des changements du fait de ce passage à la voile? Ou est-ce que, comme le dit Mathieu, finalement, c'est assez seamless pour vous?
Vas-y, Euh, non. euh, Ouais. Bon, ouais, alors nous, pour nous, ça, effectivement, c'est un détail qui n'est pas du tout de rester en container. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on a un flux qui arrive dans les ports en Europe et qui sera peu bousculé, clairement, très clairement. Donc, effectivement, tant sur le flux, tant sur on pense vraiment que même sur la qualité, l'étape, on va dire, de test, si on peut appeler ça comme ça, en 2027 sur les premiers envois devrait quand même vite se valider sans trop de problèmes. Donc ça, c'est un avantage énorme, un avantage technique qui est énorme pour nous et qui va faire en sorte on va pouvoir accélérer beaucoup plus vite, je pense, sur d'autres voies maritimes. Euh, voilà, principalement, Parfait. pour nous, c'est un vrai plus. Rachel, pour vous, ça change quelque chose? Ou au contraire, pareil, le conteneur, ça garantit la pérennité de la chaîne logistique? Donc, donc effectivement, comme l'a indiqué Mathieu, nous, nos produits finis arrivent par container. Euh, Ce qui est appréciable, c'est la fiabilité des délais, parce que pour nous, c'est un exercice difficile quand on répond à des grands donneurs d'ordre pour lesquels on doit donc faire des dotations, c'est-à-dire préparer des paquets pour l'ensemble des porteurs d'une grande société. On a un délai très court. Et si on n'a pas l'assurance que le container arrive précisément à telle ou telle date, on est contraint de revoir toute notre organisation à l'interne pour préparer ces dotations. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Donc plus les délais seront consolidés, mieux ce sera et plus on pourra être aussi pertinent et efficient auprès de nos gros clients. Par rapport aux équipes à l'interne, donc nous on a des équipes supply qui sont bien rodées, donc qui ont l'habitude, bien évidemment, d'échanger avec un large éventail de transporteurs. Donc je dirais que WinCop soit ajouté, il n'y a pas de difficulté, ils maîtrisent parfaitement leur sujet. En revanche, on n'a pas parlé de l'aspect économique, mais je pense que c'est aussi judicieux de le souligner. C'est-à-dire que s'engager dans une telle démarche aussi, c'est de faire un effort de ce côté-là, puisque nous, l'impact, la mesure d'impact, elle sera sur le prix à la pièce du transport à la voile VS porte-container normal. Donc, il y aura cet impact économique qu'il faudra qu'on mesure, même si on a déjà un premier ordre d'idée, mais qu'on accepte aussi de franchir ce pas pour se dire que la démarche va au-delà de cet impact. Eh bien, justement sur ça, Rachel, donc il y a un surcoût probable, puisque les énergies fossiles ont quand même ça qu'aujourd'hui, elles coûtent parfois moins cher que les alternatives émergentes. C'est plus vrai aujourd'hui pour, par exemple, l'électricité, depuis qu'on a développé massivement le solaire et l'éolien, mais à une époque, ça l'était. Comment vous faites pour arbitrer, puisque vous avez un enjeu de rentabilité? C'est quoi le seuil maximum? Comment, sur le long terme, vous allez réussir à convaincre les dirigeants de votre entreprise de maintenir cette expérimentation? Est-ce que, en gros, au premier contre-coup économique, il y a un risque que ce soit raboté? Et sinon, comment on fait? Comme l'indiquait Nance aussi, c'est-à-dire de voir, je dirais, quels sont, mettre en avant bien évidemment l'ensemble des arguments positifs, c'est-à-dire comment aussi on va porter notre stratégie RSE via ce projet, comment on va contribuer à tout ce qui est en lien avec notre charte RSE, c'est-à-dire l'environnement, la diversité, etc., la biodiversité. Donc comment on va pouvoir, à travers ce large projet, porter tous ces sujets derrière et tous les plans d'action qui en découlent. Et ensuite, je dirais, voilà, ce sera aussi avoir un discours suffisamment solide pour que la direction générale souhaite intégrer ce projet sur du très long terme. Et on trouvera les arguments. Mais on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Voilà. C'est clair. J'en profite pour inviter les participants à poser leurs questions dans le chat, puisque dans une dizaine de minutes,
On ira piocher dans ce chat pour poser des questions complémentaires à nos intervenants et intervenantes. Nantes, en préparant l'entretien, vous évoquiez la période où, autour du Covid, le fret en cargo à énergie fossile est passé de 2 000 à 9 000 euros le conteneur. Alors, pas que pour des questions de volatilité du prix du carbone, hein. Il y avait aussi cette phase où le canal de Suez avait été momentanément fermé. Mais dans quelle mesure choisir la voile aujourd'hui pour Valrhona, c'est réduire le risque de volatilité des prix? Est-ce que c'est naïf de penser ça ou est-ce que c'est quand même un futur qu'on touche du doigt, dont on se rapproche, selon vous? Alors, en fait, il y a plusieurs éléments dans tout ça. Le premier, effectivement, il y a quand même sur certaines origines, en tout cas certains pays, il y a des grosses hétérogénéités de prix, des cycles où ça monte, où ça baisse, qui sont liés à plein de choses, hein. Je suis pas un spécialiste du tout de ces flux maritimes, mais en tout cas, on a un oligopole, hein, clairement, sur le marché du fret maritime, et on subit des coûts qu'on ne s'explique pas et dont on n'a pas de réponse si on demande, en gros. Donc en fait, l'idée de WinCop, c'est aussi rentrer dans un schéma où on a une visibilité sur notre coût d'acheminement et transport qui peut être sur plusieurs mois peut-être. Tout reste à construire, mais en tout cas, on aura une visibilité, une transparence là-dessus beaucoup plus saine, on va dire. Et donc, du coup, on rentre dans un schéma forcément où le coût du transport, il sera moins volatile, c'est sûr, puisque on ne dépendra pas forcément de tout ce schéma-là, hein. C'est une vraie alternative sur ce point de vue-là. Et pour nous, ça fait sens parce que ça vient s'inscrire et ça vient coller un peu avec l'énergie qu'on met, alors déjà depuis plusieurs années dans le commerce équitable. Aujourd'hui, on a à peu près 35% des volumes en cacao qui sont issus du commerce équitable, d'une certification commerce équitable. Et l'objectif à 2030, c'est 100%. Et donc, du coup, on s'inclut et on se donne pour ambition forcément d'avoir des politiques basées sur des coûts de production, sur comprendre la structure des coûts de nos fournisseurs et accompagner les producteurs là-dedans. Et en fait, le fait de boucler ça avec le fret maritime à la voile vient donner énormément de cohérence à toute notre stratégie amont. Super, merci beaucoup. On aborde la dernière partie de cet entretien avant de laisser la parole aux questions de la salle. Et j'aimerais vous projeter dans le monde d'après. On est en 2040 et par une succession de plein de changements structurels à plein d'échelles, l'activité économique mondiale respecte principalement, enfin, des standards écologiques et sociaux exigeants. On en est loin aujourd'hui, mais on est en 2040 et on a réussi. Et plutôt que se demander qui a le pouvoir de faire ça, quelle institution ou quelle entreprise qui aujourd'hui ne fait pas le job pourrait tout changer pour d'un coup faire le job, moi j'aimerais vous demander avec qui vous, en tant qu'entreprise qui êtes déjà à la manœuvre sur le sujet, vous auriez intérêt, vous auriez envie de vous allier, que ce soit des compétiteurs, des fournisseurs, des clients, pour justement réussir à faire masse et retrouver une puissance. Tu parlais à l'instant, Nantes, de l'oligopole auquel on fait face. Comment on fait? Avec qui on s'allie pour briser ça, pour que le transport maritime devienne réellement écologique et digne dans les conditions de traitement des personnes qui y travaillent. Mathieu, est-ce que tu veux déjà nous en dire quelques mots? Sachant qu'évidemment, ça fait écho à la dynamique de WinCop, avec cette idée de coopérative et de coopération entre parties prenantes. Tout à fait. Moi, je suis convaincu que le modèle qui a été le modèle dominant depuis un petit peu plus d'un siècle, qui est celui de l'offre et de la demande et de la compétition soi-disant libre et non faussée, qui devait résoudre tous nos problèmes et créer de la richesse et du bien-être pour le monde entier, ne semble pas avoir marché. Et si effectivement on peut noter quelques progrès dans notre capacité à extraire plus et à nous offrir une certaine forme de confort,
Par contre, pour ce qui est de la préservation de l'habitabilité de la Terre, ça, pour le coup, c'est complètement foiré, on le sait. Donc, vraisemblablement, enfin moi en tout cas j'en suis convaincu, il faut sortir de ce modèle et le modèle de la coopération me semble beaucoup plus intéressant. Si au lieu de essayer de se tirer la bourre les uns avec les autres pour gagner le maximum d'argent, on se met autour de la table en se disant, bah, tiens, comment est-ce qu'ensemble on répond au mieux aux besoins de la société en faisant le minimum de dégâts possible, on peut être très efficace. Parce que nous, les entreprises, on sait être efficace, on sait s'organiser, c'est juste une histoire de dans quel but on le fait. Et ce mode coopératif, surtout en société coopérative d'intérêt collectif, qui a cette spécificité, vous le voyez, là on a à la fois des salariés qui sont présents ce soir de WinCop, mais il y a aussi des clients comme nous. On peut aussi avoir des consommateurs, vous en êtes certainement nombreux ce soir à espérer un jour acheter du chocolat, des épices ou des vêtements qui auront été transportés à la voile. Euh, Tout cela, au lieu de se tirer la bourre, d'essayer ce sera qui récupérera le maximum de la valeur ajoutée, on organise les choses. Et on organise les choses ensemble dans le meilleur intérêt de tous. Moi, je crois vraiment que ce format coopératif, que ce soit la coopération au sein de l'entreprise ou la coopération multi-entreprise, c'est vraiment la solution d'avenir pour sortir de cette crise socio-économique, socio-écologique. Merci. Rachel, est-ce que vous voulez compléter quelque chose? Est-ce que ces dernières années, vous avez des discussions avec des acteurs avec lesquels vous n'auriez pas envisagé de coopérer il y a encore 5-10 ans et avec lesquels aujourd'hui Robur coopère? Je ne m'étais pas projetée aussi loin, mais en réfléchissant rapidement pendant les explications de Mathieu, effectivement, il faut s'allier. L'industrie textile, comme vous le savez, fait énormément parler d'elle. Donc, est-ce que on ne pourrait pas redorer son blason en se réunissant peut-être entre confectionneurs de vêtements professionnels, puisqu'il y a de nombreux ateliers de confection sur Madagascar, pour pouvoir, je dirais, profiter ensemble des containers de WinCop. Alors, non pas dans un élan de bisounours, mais dans un esprit de consortium raisonné et raisonnable. Donc, je pense que ce serait judicieux. Ou pourquoi pas avec nos clients, de gros clients pour lesquels on ferait uniquement du chargement par container pour eux, les inscrire plus pleinement et les faire participer plus pleinement à la démarche. Pourquoi pas? Mais entre compétiteurs, ce serait intéressant. Merci Rachel. Nance, vous évoquiez que Valrhona travaille déjà avec des coopératives de producteurs. Cette logique de la coopération, c'est quelque chose qui est présent dans l'entreprise à différentes échelles. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Alors nous, on a à peu près 96% du sourcing en volume qui vient d'organisations de producteurs qui sont soit des coopératives, soit des organisations qui ne sont pas encore formalisées. Et en fait, oui, ça vient faire sens un peu avec ce qu'on disait avant, parce que nous, dans notre schéma, on n'a pas forcément de concurrents aux achats, c'est très rare, en tout cas, on vise des coopératives avec des certifications, commerce équitable. Et finalement, on est acheteur, mais on est aussi surtout agronome, à comprendre les dynamiques, etc. Et on se retrouve assez mécaniquement dans pas mal de situations à collaborer sur des sujets qui sont liés par exemple à de l'agroécologie, à de la rénovation des vergers cacaoyers avec des acheteurs / agronomes ou sourceurs, peu importe comment on les appelle, d'autres chocolatiers. Et typiquement, on a l'exemple parfait en Haïti où on collabore avec mon homologue chez Etikable, Julien. On a pas mal d'échanges. Et en fait, cette notion de concurrence à l'achat, on l'a pas vraiment. Effectivement, il y a de la concurrence sur le marché du chocolat. C'est un autre sujet, c'est même un autre monde. Et du coup, très concrètement,
je ressens pas du tout, enfin, je pense pas qu'on ressentira cette notion de concurrence à ce niveau-là. Et je pense que l'énergie du fret à la voile et de WinCop, elle montre aussi que techniquement, en plus de tout ce qui a été dit, un toucher de bateau, c'est X tonnes à charger. C'est quoi un Valrhona, toucher de bateau pour les personnes qui ne sont pas pardon, expertes? oui, un bateau qui arrive sur un port, tout simplement, c'est X tonnes de capacité. Et un chargeur, à moins, enfin, c'est très rare sur un certain jour de pouvoir tout charger. C'est voire même impossible. En tout cas, sur des filières cacao-vanille, c'est complexe. Vanille, alors c'est des volumes qui sont parfois plus petits, donc ça pourrait. Mais on a tout intérêt en fait à mutualiser les moments de chargement, avoir de la visibilité sur quand et qui va charger pour justement grouper et rendre la démarche encore plus crédible, encore plus robuste, qui fera que demain WinCop sera capable d'ouvrir des nouvelles voies maritimes et ça servira à tout le monde. Ce sera Génial. forcément bénéfique pour tout le monde. Merci pour cette réponse. Je vais me tourner vers les questions de la salle. Merci d'en avoir mise. Si vous voulez en rajouter, même si c'est pas dit qu'on aura tout le temps dans le quart d'heure pour les poser, sentez-vous libre. J'en profite pour faire quand même une petite page de pub. C'est super d'avoir pu échanger comme ça avec les parties prenantes de ce projet. Mais pour que ce projet voit le jour et que le bateau soit mis à l'eau avec une compagnie maritime aboutie en juin 2027, depuis Marseille, il faut qu'on continue cette levée de fonds. Donc, si vous avez envie d'investir, vous pouvez investir soit en devenant sociétaire, et dès que vous êtes sociétaire, vous pouvez investir avec des titres participatifs qui sont rémunérés à 4%. C'est bientôt Noël. Pensez à en offrir autour de vous. Je me tourne du coup vers les questions de la salle. C'est la première fois que j'anime une page de pub. Je suis très heureux. Je me tourne vers les questions de la salle que Anna, et merci Anna d'avoir fait ça. J'en profite au passage d'ailleurs pour remercier Anna et Bérénice qui ont préparé la présentation et toute l'équipe de WinCop qui s'est animée pour préparer ces 4 webinaires qui ont lieu du coup aujourd'hui et dans les 3 prochaines semaines. Les premières questions sont des questions de ligne maritime. Je crois que c'est Nantes qui évoquait ça. Vous avez évoqué tout à l'heure au début de l'entretien que l'Afrique de l'Ouest était plus compliqué pour certains éléments de logistique ou de vent, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendiez par là? Ouais, alors, ouais, pardon. Vas-y. Moi, pour être plus précis, parce que c'était pas très clair, on a un sourcing qui est aussi très présent à Sao Tomé, où aujourd'hui, on n'a pas, techniquement, il n'y a pas de solution qui s'est projetée à Sao Tomé. Donc, par exemple, c'est un sujet qu'il faudra effectivement mettre sur la table avec WinCop et sur lesquels on pourra travailler. Mais ce n'était pas forcément lié à l'Afrique de l'Ouest. Pour nous, l'Afrique de l'Ouest, effectivement, il y a du Côte d'Ivoire, Ghana aussi, mais c'est principalement du Sao Tomé aussi. Ouais. Oui, tout à fait. La difficulté de Sao Tomé, c'est que le port est très très petit. Même un petit bateau comme le nôtre ne pourrait pas accéder au port. Il faut faire d'abord monter les containers sur une barge, puis le charger sur le bateau. Et ça coûte quasiment plus cher que le transport du container en lui-même, ce transfert sur barge. Donc, nous, l'augmentation de notre coût pour un tout petit port, plus, de toute façon, la somme fixe du transport sur barge, enfin, ça rend le truc pour le moment un petit peu compliqué. C'est triste pour Sao Tomé, parce que du coup, ils sont très, très enclavés, et ça reste assez difficile d'importer des marchandises de là. Mais par contre, pour le reste de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, c'est un des projets. Je ne sais pas si le prochain bateau de WinCop, il sera en transatlantique, enfin, à part doubler la ligne sur Madagascar, ou en transatlantique ou en Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique de l'Ouest est un très très bon candidat pour une prochaine ligne de WinCop et on a hâte d'y être. C'est parfait, c'était la question d'après. Quelles sont les étapes futures et les autres routes maritimes ou le nombre de navires? Peut-être Mathieu là-dessus, quand est-ce qu'on passe de 1 à 2 sachant que le premier, du coup, la première tôle est découpée là dans le courant du mois de décembre. C'est quoi les perspectives? Alors, on a commencé à travailler, bien sûr, sur cette question-là, hein, même si on est au tout début. On a plusieurs pistes. Il y a bien sûr l'Afrique de l'Ouest, la transatlantique pour
que, comme les autres, aller chercher du café et du chocolat, soit en Amérique centrale, soit en Amérique du Sud. Et nous, dans notre cas, pour le moment, les projets qui sont les plus avancés, c'est déjà de faire un deuxième bateau pour Madagascar pour pouvoir avoir un toucher tous les mois, parce que là, tous les 2 mois, ça peut être un peu, si on rate le bateau, on est obligé d'attendre 2 mois, c'est vraiment pas pratique. Donc, il nous faudrait un deuxième bateau. Et puis, on réfléchit aussi beaucoup à faire une ligne régionale, parce que là-bas non plus, ils n'ont plus de ligne pour échanger entre les différentes îles de l'océan Indien, alors que ben voilà, Madagascar pourrait tout à fait fournir en fruits et légumes Mayotte, par exemple. Et ça, ce serait vraiment une chouette chose de pouvoir refaire une ligne régionale. C'est pas évident parce que du coup, il faut discuter avec beaucoup de gens différents, beaucoup de pays, avec des contraintes particulières, etc. Mais c'est un projet qu'on aimerait beaucoup faire. Voilà en gros les choses qui sont en cours, mais il n'y a encore rien de décidé. On est plus en train de voir quels sont les acteurs, voir quels sont les volumes, essayer de voir est-ce qu'un bateau exactement le même, ce serait cohérent, ou est-ce qu'il en faudrait un plus petit, plus gros. Enfin voilà, à chaque fois, il y a des spécificités qu'il va falloir explorer. On espère aller plus vite que ce premier bateau où il nous a fallu quasiment 5 ans pour faire le tour de la question. Mais voilà, je pense que courant 2026, on devrait avoir identifié la nouvelle ligne sur laquelle on va travailler parce que quelque part, une fois que la construction de ce bateau sera effectivement lancée, on va récupérer du temps pour se consacrer à d'autres parce que là, c'est le chantier qui va bosser, ce sera plus nous. Et on va pouvoir se consacrer à plein, les équipes vont pouvoir se consacrer à plein sur les prochaines lignes. Merci. Je me tourne vers Rachel. Dans le chat, il y avait une demande. Quel est, au moins sur la première année, peut-être sur les suivantes, le pourcentage de conteneurs de la production que vous faites à Madagascar que vous prévoyez d'expédier par Wincop à partir du moment où la ligne sera ouverte? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est une partie? Alors, c'est uniquement une partie, puisque nous aussi, on a des ateliers de production qui sont situés Maroc, Tunisie. Donc, la partie Madagascar ne représente qu'un petit volet des produits finis. Alors, on n'était parti que dans le sens Madagascar-France, puisque les matières premières qui sont livrées sur Madagascar arrivent principalement d'Asie et elles ne sont pas expédiées depuis la France. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le retour de nos produits finis sur la France. Donc, on serait à hauteur, pour les deux marques confondues, pour une dizaine de containers. OK. Et donc, c'est l'intégralité de ce qui est produit à Madagascar serait en container, mais ça ne représente pas l'intégralité de la production mondiale. Exactement. Ça ne représente pas du tout l'intégralité de la production totale. Très, très clair. Et du coup, vous représentez à tous les trois deux types de secteurs de production, les produits bruts de haute qualité, à haute valeur ajoutée, en tout cas alimentaire, et le textile. Est-ce que, intuitivement, vous vous dites que le transport maritime à la voile est fait pour tous les types de produits, tous les types de biens, ou est-ce qu'il y en a ça n'a pas de sens? On rappellera que 50% du trafic maritime mondial aujourd'hui, c'est du transport d'énergie fossile. J'imagine qu'on transportera jamais des énergies fossiles à la voile, mais pour les 50% restants, typiquement dans le chat, la personne évoquait le transport d'automobiles. Est-ce que Wincop, la solution du transport maritime à la voile, c'est pertinent pour tous les types de produits? Qui veut répondre et inspirer peut prendre le micro. En tout cas, on a parmi les clients qui ont signalé leur intérêt pas mal de types de produits. Alors effectivement, c'est beaucoup d'alimentaire et de confection parce que Madagascar exporte principalement ces produits-là. Mais par contre, à la descente, hein, pour ce qui est des containers qui vont partir de France pour aller à Madagascar, là, c'est beaucoup plus divers. Madagascar étant une île, ils dépendent beaucoup de l'Europe et des différents continents pour leur approvisionnement d'électroménager, effectivement de voitures, de matériaux de construction, de choses comme ça. Donc là, on va être amené à transporter beaucoup de choses et en gros, tout ce qui rentre dans un container est transportable. Nous, à Wincop, bien sûr, on aimerait transporter au maximum des produits bio, équitables, etc. Mais dans un premier temps, on va se refuser simplement à transporter des pesticides et des armes, quoi, en gros. Tout le reste, on va l'accepter parce que dans un premier temps, il faut que le projet fonctionne et pour ça, on ne peut pas se permettre de faire la fine bouche. Donc, tout est transportable. Il existe même ce qu'on appelle des containers open top,
c'est-à-dire les containers qui n'ont pas de plafond et qu'on peut charger par le dessus, et après ils sont bâchés. Ceux-là, on va les accepter aussi, donc ça permet justement d'aller charger des choses qui sont particulièrement grosses, hein. Dans un container 40 pieds, on peut rentrer à peu près n'importe quoi, hein, voilà. Après, dans l'absolu, on pourrait charger des choses qui ne seraient pas en container, mais ça risquerait de prendre la place de beaucoup de containers, et à ce moment-là, en termes de coût, je ne sais pas si ce serait intéressant, mais bon, voilà, c'est pas impossible. Vous voyez là sur l'image, les containers qui sont à la fin, ils sont que sur 2 couches. Là, on pourrait prendre la place de 2 containers et mettre un objet qui prendrait la place de 2 containers en le cinglant bien. Ce serait possible. Donc, dans l'absolu, tout peut être transporté, et actuellement, tout est transporté par bateau. Et après, on peut tout à fait imaginer un voilier tanker, parce que on aimerait éviter de transporter du pétrole, mais il y a d'autres produits liquides qui peuvent être transportés. Il y a aussi les vraquiers pour transporter des céréales, des minerais, des choses comme ça. Tout ça peut parfaitement être fait à la voile. Merci. Il nous reste une poignée de minutes et j'aimerais pouvoir du coup redonner ensuite un temps à expliquer la levée de fonds et la dynamique générale du projet. Déjà, on est preneur de savoir dans le chat, sur une échelle de 1 à 5, à quel point cette visio a répondu à vos attentes, a répondu à vos questions, vous a semblé intéressante pour qu'on sache si on y reste sur la même dynamique ou si on ajuste des choses pour les 3 prochaines. Moi, j'avais une question qui a émergé dans le chat et donc déjà, il y a des questions qui sont sur le bateau, les voiles, etc. On a des webinaires dédiés à ça, du coup, je me permets de pas les poser là-dessus. Pareil sur l'écosystème Vélic avec Grain de Sail, ICO, etc. Je pense qu'on en parlera dans 2 semaines. Mais une question qui vous concerne bien tous les 3 puisque vous produisez à Madagascar. L'instabilité politique à Madagascar peut-elle remettre en question la destination? Alors là, je n'imagine pas, mais je vous laisse y répondre. Et globalement, vous, dans vos activités de production, comment l'instabilité politique affecte ou non votre activité en ce moment? Alors moi, Vas-y. Non, vas-y Mathieu, plutôt sur la Ok. partie. En fait, en ce moment, pas du tout. Tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets. On a eu une interruption des exports qui a dû durer quelques jours, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, mais c'est très vite rentré dans l'ordre. Et actuellement, aucun impact, et grosso modo, peu d'inquiétude, enfin en tout cas de moins en moins. Cette transition a l'air de, pour le moment, se passer pas trop mal. Ils mettent des gens en prison, mais ça a l'air d'être les bonnes personnes qui partent en prison. Bon, voilà. Mais de manière plus générale, enfin, non, tu as sans doute le même avis que moi. Madagascar, on est habitué à ce que c'est pas un pays qui est politiquement stable, où il y a des structures politiques solides, et donc il y a des variations, même sans que ce soit des variations de gouvernement, il y a des variations de lois, de comportements, de réglementations, etc., qui font que d'une année sur l'autre, tout d'un coup, pour exporter, il faut répondre à d'autres règles qui sont plus ou moins contraignantes. Quelque part, on est habitué à travailler avec ça, à cette instabilité, on sait s'y adapter, c'est notre métier d'importateur. Et puis, on est relativement confiant, parce que Madagascar dépend énormément de ses importations, hein. Je crois que c'est 30% de son PIB. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire quelque chose qui bloquerait durablement les exportations. C'est vraiment pas possible pour eux. Et ils dépendent aussi beaucoup des importations pour se nourrir et pour construire et pour plein de choses. Donc, je vois pas de scénario où le blocage de notre activité pourrait venir de Madagascar. On a bien sûr la question de la mer Rouge, des choses comme ça. Et là, si c'est le cas, il faudra passer par la route ouest, qui est toujours possible. C'est un petit peu plus long, mais c'est possible. Mais pas d'inquiétude, ni par rapport à cette révolution ou coup d'État qu'on a eu à l'instant, ni par rapport à d'autres événements dans le futur. Voilà, de temps en temps, il y a des cyclones à Madagascar, il faudra qu'on les évite. De temps en temps, il peut y avoir des petits ralentissements au port, parce que tout d'un coup, les douanes, ça passe ci, passe ça, mais c'est que des pauses de quelques jours, quelques semaines, c'est jamais durable. Parfait. Il est 19h, on va boucler.
on a bien noté toutes vos questions. On tâchera d'y répondre en vidéo ou par mail ou dans une FAQ. Je remercie Anna d'avoir remis le lien vers les prochains webinaires et d'avoir aussi remis le lien vers la page de la levée de fonds. Je vous rends la parole quelques instants. Rachel, puis Nance, puis Mathieu. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager? Et déjà, moi, au nom de WINCOP, je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir avec nous. Rachel, si vous voulez dire un dernier mot. Oui, il faut juste qu'on souhaite bon vent à ce projet et que vous puissiez atteindre vos objectifs et poursuivre votre voie maritime. Non, c'est un très beau projet. Bravo à vous. Vous êtes une équipe fortement engagée et ça se sent et on sent que vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, c'est agréable d'échanger avec vous et de faire partie du projet. Donc, merci. Merci. Nance, est-ce que vous avez un mot de la fin? Ouais, moi ce sera très court. J'ai hâte de voir vraiment ce que vont donner les premiers. Alors de notre côté, les premiers cacao et vanille transportés à la voile. Et puis hâte de collaborer sur d'autres voies maritimes puisqu'on a 20 pays et il y a plein de choses aussi à imaginer dans d'autres pays et sur d'autres voies maritimes. Donc hâte des prochaines années. Merci. Mathieu? Moi, je dois dire que je vis un rêve en fait avec ce projet parce que c'est à la fois voilà, un projet de voilier, enfin vous pouvez imaginer, c'est plaisant, mais le faire en plus en collectif, comme ça, avec autant de gens passionnés comme Rachel et Nance, qui, voilà, enfin on le voit, qui adorent leur métier et qui essayent de l'améliorer tous les jours, pouvoir participer de ça. Moi, j'adore le faire dans mon entreprise, mais là, au travers de WinCop, il y a tous les partenaires qui avancent sur la même direction. C'est génial. Et puis, l'impact que ça va pouvoir avoir sur les marins, même sur Madagascar, parce qu'on va désenclaver certaines régions. Enfin, c'est un projet, quel que soit l'endroit où je tourne mon regard, je me dis, mais quelle chance de pouvoir faire des choses comme ça. C'est tellement plus plaisant que de simplement chercher à gagner le maximum d'argent en écrasant ses fournisseurs et en arnaquant ses clients, entre guillemets. Voilà, c'est beaucoup plus plaisant de faire ça. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est que moi, je me dis que là, à un an et demi d'ici, je serai à Madagascar et j'espère que vous y serez tous aussi pour voir arriver ce bateau et avoir la chance de monter dessus, le visiter et certainement quelques semaines ou quelques mois après, je monterai dessus pour un mois pour aller à Madagascar en bateau parce qu'on a des couchettes passagers. Et ça, traverser la Méditerranée, arriver au canal de Suez, descendre la mer Rouge, le golfe d'Aden, tout ça, ça doit être complètement extraordinaire et j'ai vraiment trop hâte de vivre ces moments-là. Donc, je me régale dans ce projet et ça ne fait que commencer. Merci. Moi, j'espère être présent 2 mois après la mise à l'eau pour le retour de la première vanille et chocolat de Madagascar. Peut-être que j'achèterai même un tablier de Robur. Merci d'avoir été présents à tous les 3 ce soir. Merci aux 50 personnes qui nous ont suivis. Vous êtes encore 40 et si vous voulez que le mot se diffuse, invitez largement vos proches à participer à nos webinaires, à se documenter sur le projet, à, s'ils le souhaitent, investir directement. Mais vraiment, ça nous tient à cœur durant cette période de levée de fonds de parler du projet dans toute sa richesse, dans toutes ses composantes. Il y a encore du coup 3 webinaires à venir. Je vous les remets à l'écran. Donc, vraiment, passez le mot. Et j'en profite une dernière fois pour remercier Bérénice qui a fait ce PowerPoint. Moi, je suis nul en PowerPoint, j'aurais jamais pu faire ça. Et ça a dû quand même vous être agréable aux yeux, et Anna qui a facilité le chat et qui a organisé ce webinaire. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci, au À revoir. bientôt, merci. Au revoir.